Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Monsieur Laurent Gbagbo, aujourd'hui, s'il soutient par exemple la candidature de Mme Simone et Yves Gbagbo ou la candidature de Monsieur Awa Dombello, qu'est-ce que ça apportera réellement? Est-ce que vous êtes convaincu que Mme Simone et Yves Gbagbo ou Monsieur Awa Dombello, d'accord, iront au second tour? Personne ne peut m'affirmer cela ici. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut savoir que la CAPSI et même M. Awa Dombello, qui hier sur une page TikTok je ne vais pas faire de publicité, indiquait d'abord qu'il était contre le 4e mandat, indiquait qu'il n'y avait ni transparence, indiquait qu'il n'y avait ni crédibilité dans ces élections. Donc, de quoi parlons-nous réellement? Quelles sont aujourd'hui vos garanties, le fait que M. Laurent Gbagbo dit « je soutiens Mme Simone et Yves Gbagbo » ou M. Awa Dombello, il y aura un changement au sein de ces élections? Ce qui m'a surpris en plus, c'est lors d'une émission, M. Navarro était, où une question a été posée, sur France 24 plutôt, où ils ont posé une question à Mme Simone et Yves Gbagbo. Quelle est votre méthode? Je pense qu'il y aura plus de monde, le fait qu'il y ait plus de monde, et le fait qu'il y ait plus de personnes dans les bureaux de vote, d'accord, pour compter les voix, cela me garantirait une victoire. Mais c'est pas possible. Déjà, dans les bureaux de vote, des personnes comme Arthur Banga disent que en fait, le dépouillage se fait en présence de personnes. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Monsieur Dombello, un dernier Allez, on va essayer de résumer plus de paroles. Oui. Monsieur Dombello, lui, il a trouvé quand même quelque chose de formidable, de trouver des outils technologiques qui pourront, d'accord, au détriment de la CEI, démontrer qu'il y a cas de fraude. Mais... Non, mais on fait d'abord un tour de table et puis après vous aurez la parole. Bon, je ne suis pas sûr qu'il va y rester dans la véhémence, dans l'émotion, dans l'indignation, parce que c'est une question éminemment politique. Et cette question éminemment politique, elle se déroule dans un pays qui, il y a 23 ans, jour pour jour, a été l'objet d'une attaque, d'une guérilla qui a occupé la majorité du territoire national. C'était le 19 septembre 2002. 23 ans. Et donc ça change quand même beaucoup de choses, cet état de fait. On n'est pas en train de parler d'un pays comme les autres, c'est un pays qui a été attaqué. C'est un pays qui a été coupé en deux. C'est un pays qui s'est retrouvé en décembre 2010 avec 2 présidents, 2 armées et par la suite une crise post-électorale qui s'est réglée dans le sang, officiellement 3000 morts, mais en réalité, nous le savons bien tous, nous qui étions sur place, beaucoup, mais alors beaucoup plus. Donc l'enjeu, je crois, nous oblige, ce poids de l'histoire nous oblige à avoir un regard politique sur ces questions. Et je ferai remarquer que ce qui a changé aujourd'hui et qui nous réunit, à savoir la fin de l'option dont on a parlé ces derniers temps d'un éventuel plan B ou plan C ou plan Z, c'est terminé. Cette fin-là a au moins le mérite d'attirer notre attention sur le sujet politique qui s'imposait. Je rappelle quand même que l'essentiel de l'opposition ivoirienne, c'est le PDCI-RDA et le PPACI, qui se sont alliés le 19 juin dernier et qu'en créant ce front commun, ils ont donné une réponse à ce qui allait se passer. Et nous y sommes. La réponse est non, il n'y a pas de plan B. Il ne pouvait pas y avoir de plan B. C'est pas parce que nous en avons parlé, y compris sur ce plateau. Oui, c'était l'émission du lundi. Hein, oui, à l'issue des... Non, c'était totalement impossible, je suis prêt à le démontrer. Bien. Jean-Yves, regardez ce que le président dit. Il dit ce n'est pas une question de posture, mais l'essence même du combat, garantir une alternance démocratique, préserver les libertés publiques et assurer la dignité du peuple ivoirien. Je crois que c'est Éric Kao, le président, qui disait qu'en utilisant cette approche, le président Gbagbo tombait dans le piège du RHGP et favorisait une réélection du président Ouattara. Est-ce que vous partagez ce constat? Non, en fait, je ne partage même pas cet avis. Je pense qu'à un moment donné, il y a ce que nous on veut. Personnellement, on a dit, on a exprimé par exemple, on a exprimé nos envies par rapport à la politique ivoirienne. On s'est dit qu'on aurait aimé souhaiter qu'il y ait des plans B pour essayer de contrecarrer. Mais il y a aussi la réalité. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est dans cette posture-là où on a eu en 2000, bien vrai qu'il n'était pas au pouvoir, c'était le président Robert Guèye, et en ce temps, ils ont organisé les élections
Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont été exclus. Il avait qualifié ces élections de calamiteuses. Et ce sont les mêmes partisans du RHDP, donc toute la direction, je veux dire que toute la direction du RHDP, LDR et PDCI, qui ont tenu pendant 10 ans que l'illégitimité du président Laurent Gbagbo, parce qu'en fait, ils avaient boycotté ces élections-là. Ils trouvaient que, vu que le président Laurent Gbagbo disait que ces élections étaient calamiteuses, et donc lui-même, son élection n'était pas, c'est-à-dire il remettait en cause cette élection-là. Et ça donnait ce que ça donnait, on a vu par la suite. Donc aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo avec le PPACI et le PDCI boycottent ces élections, moi je pense que quelque part, ça fait partie des démarches, je dirais, démocratiques. Voilà, boycotter, rendre illégitime, je veux dire, c'est-à-dire ce quinquennat qui se présente là, et par la suite, maintenant, mêler d'autres actions qui vont faire bouger les lignes, comme Nissan disait tout à l'heure. On a eu en 1995 le boycott qui a donné lieu à des réformes en 2000. Voilà, donc, je veux dire que ce sont des démarches démocratiques qui peuvent faire avancer les choses. Donc, il ne faudrait pas qu'on se... Je pense que c'est le début du combat, surtout qu'on a vu ce qui s'est passé avec la rencontre du président Tidiane Thiam aux États-Unis. Après ça, on a vu hier le représentant de l'ONU à Abidjan pour rencontrer Alassane Ouattara. Donc derrière ça, il y a le président Laurent Gbagbo aussi qui fait cette déclaration pour montrer son soutien, pour rendre visible un peu la stratégie du Front commun. Et moi, je pense que ils sont dans le combat. En tout cas, je veux vraiment qu'on puisse faire l'exégèse de sa déclaration. Les mots sont quand même forts, à mon avis. Regardez, il dit aujourd'hui, ce qui est en jeu dépasse la seule élection présidentielle. Donc, président. Justement, moi, j'ai envie qu'on regarde un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire avec un peu de lucidité. C'est ça. C'est ce que Norbert vient de faire, mais moi, j'ai envie de revenir un peu plus loin. Quand on parle de déficit démocratique, nous sommes tous conscients sur ce plateau qu'il y a un problème de démocratie et d'élan démocratique dans notre pays. Nous en sommes tous conscients. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quel acte qu'on pose pour ne pas qu'on arrive à une situation de crise pour qu'on puisse vivre encore ce qu'on a vécu en 2010-2011? C'est vrai, moi j'ai envie de vous dire, en 1990, je suis convaincu qu'il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo allait aux élections en face du Houphouët-Boigny, pendant que ses amis de la gauche, de la coordination de gauche, Bamba Morifere, Francis Vaudier et Zadi Zaourou, ils avaient signé ensemble à Korogo un pacte pour dire on n'y va pas. Laurent Gbagbo y allait pendant qu'il y avait un déficit démocratique et contre un pacte qu'il avait signé avec ses amis. Il m'est revenu en 1995. Non, les revendications de 1995, c'est ça qui arrive en 2000. Soyons sérieux. En 1995, ce qui a donné CENI, ce qui a donné une nouvelle constitution, ce qui a donné le premier code électoral à la Côte d'Ivoire en 2000, c'est le coup d'État de 1999 et rien d'autre. C'est vrai que c'était des revendications de Laurent Gbagbo en 1995. Comme elles ont été les revendications de Laurent Gbagbo en 1990. En 1990, Laurent Gbagbo parlait d'une transparente, il parlait de bulletin unique. Même si ça n'a pas eu lieu, il est parti aux élections. Nous ne faisons pas croire que c'est les élections, le boycott actif de 1995 qui a produit les effets fabuleux du code électoral de 2000, qui a produit les effets fabuleux de l'une transparente, qui a produit l'effet fabuleux du bulletin unique. Je vais finir pour dire tout simplement que quand je parle d'élection et de crédibilité d'élection, c'est vrai que Norbert parle d'une situation politique qu'il faut régler. C'est vrai, c'est une situation politique. On ne le met pas de côté. Mais entre-temps, le pouvoir en place, pour l'instant, impose une situation. C'est-à-dire, le pouvoir en place dit, la seule voie, c'est celle-ci. Et très bien, très bien.